TF1. Bonjour tout le monde, bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Je suis votre animateur Abdoussal et ceci est l'épisode numéro 28, aussi appelé l'épisode Brandon Hartley. Hartley a été en Formule 1 au cours de la fin de la saison 2017 et au cours de la saison 2018 avec Toro Rosso, lui qui était déjà un membre de l'Académie des jeunes pilotes Red Bull au cours de la fin des années 2000. Il a fait des tests avec Toro Rosso et Red Bull avant d'être remercié. Il a été pilote de développement chez Mercedes avant de se tourner vers l'endurance où il a été avec Mark Webber, champion du monde d'endurance à 2 reprises. Il a tenté sa chance en Formule 1 en 2017 et en 2018, avec son premier Grand Prix aux États-Unis et son dernier à Abu Dhabi. Son meilleur résultat, c'est une 9e place qu'il a réalisée à quelques reprises. Il termine sa carrière de Formule 1 avec 4 points en 25 épreuves. Pour la saison 2019-2020, il s'est associé avec Toyota pour remplacer Fernando Alonso et il est en Formule 1 avec Dragon Racing. Au menu cette semaine, on consacre cet épisode spécialement au règlement 2021 qui va être une année charnière dans l'histoire de la Formule 1 puisque tout va changer non seulement au niveau des voitures mais aussi au niveau politique. Et pour ce faire, je ne serai pas seul, je suis accompagné de Marc-André Fortin qui avait énormément hâte pour cet épisode. Salut Marc-André. Salut Abdou. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Est-ce que tu t'es remis de tes problèmes d'Internet? Oui, quelques problèmes d'Internet qui nous ont causé quelques problèmes logistiques, mais tout va bien. Fait qu'on espère pouvoir terminer l'émission en beauté. Ah oui, puis c'est pas une tempête de neige qui va nous arrêter non plus, là. Donc, non plus. donc, non, on va quand même y aller. Mais avant de commencer l'épisode, un petit mot sur les renouvellements de contrats chez la famille Red Bull. Alex Albon qui reste chez Red Bull pour 2020 et le duo Pierre Gasly et Danny Kvyat chez Toro Rosso. Oui, donc c'est une excellente nouvelle, autant pour Pierre Gasly et Alex Albon qui... oui, Pierre est sûrement déçu d'avoir été mis de côté après un début de saison difficile. Mais je pense qu'il se sent à l'aise dans sa Toro Rosso. Et je pense aussi que pour l'instant, c'est ce qui est le mieux pour sa carrière. On l'a vu bien performer durant les dernières courses où donc vraiment il se sent à l'aise dans sa Toro Rosso. Et c'est la même chose pour Alex Albon qui a vraiment eu des performances absolument incroyables en considérant qu'il n'avait pas eu de test hivernaux avec la Red Bull et il est vraiment arrivé comme un cheveu sur la soupe là, dans sa Red Bull. Donc c'est un peu étonnant de le voir performer de cette manière-là, mais il mérite amplement son renouvellement de contrat. Ah oui, exactement. Puis je trouve que il s'est très très bien adapté à Red Bull. C'est ça, comme tu l'as dit, vraiment arrivé en moitié de saison, à la mi-saison, tout de suite après les grandes vacances du mois d'août. Et je pense que vraiment il a été impressionnant. Puis ça donne peut-être une très bonne base pour 2020. Tout comme Pierre Gasly aussi. Puis qui sait, peut-être qu'il va avoir une deuxième chance dans un futur proche. Peut-être. On sait jamais. Et il y a aussi Verstappen qui... vas-y. Non, vas-y. Il y a aussi Verstappen qui a commenté durant les dernières semaines qu'il voulait justement un coéquipier qui était capable de le suivre et qui était capable de lui donner
de la compétition. Et je pense que après quelques tests hivernaux, Albon va être en mesure de continuer son amélioration, tout ce qu'il a fait durant toute la saison. Donc, je pense qu'il va être capable de compétitionner avec, d'une certaine manière avec Max Verstappen. Oui. Et aussi, on rappelle qu'Alex Albon n'était pas supposé être en Formule 1 à la base. Il devait être Aussi. en Formule E avec Nissan. Donc, c'est tout un revirement de situation pour la part du pilote thaïlandais natif de Londres en Angleterre. Sinon, il y a eu aussi une confirmation des pilotes, Antonio Giovinazzi, Oui. qui va rester chez Alfa Romeo pour la saison 2020 aux côtés de Kimi Raikkonen. Eh oui, et puis excellente nouvelle aussi de son côté. Je pense qu'il nous a vraiment montré qu'il était du talent pour avoir un volant à F1. Moi qui n'étais pas trop sûr en début d'année que c'était le bon choix de le prendre comme pilote, course après course, il avait une amélioration. On se souviendra de la première fois qu'il a réussi à entrer dans le top 10, il s'était fait couper les cheveux par son gérant d'équipe. Donc, je pense qu'il doit s'en souvenir encore de cette première victoire, de cette première entrée dans le top 10. Mais vraiment, il a mérité sa place. Et en plus, il enlève une place à un certain Nico Hülkenberg qui se retrouve présentement sans volant et qui probablement ne sera pas à F1 l'an prochain. Quel revirement de situation pour lui aussi. Donc, c'est mérité du côté de Giovinazzi et on est très hâte de le revoir l'an prochain. Oui, moi aussi, je suis d'accord. J'ai bien aimé Giovinazzi au cours de la saison. Une belle adaptation aussi. Un peu plus lente que celle d'Albon, mais tout aussi méritée. Puis, pour ce qui est de Nico Hülkenberg, ben, malheureusement, je pense que les portes sont pas mal fermées parce que lui-même a dit qu'il a écarté l'option de retourner chez Williams, qui est en vérité le seul volant disponible pour 2020 et qui devrait, en principe, appartenir au Canadien Nicolas Latifi, qui d'ailleurs, pour le Grand Prix du Brésil, va effectuer le troisième de 3 essais libres du vendredi consécutif. Ouais. Donc, ça va être à surveiller, mais je pense que c'est une... c'est un secret de polichinelle, pardon, mais ce ne sera qu'une formalité lorsqu'on va annoncer officiellement que Latifi va être chez Williams. Oui, un deuxième Canadien, c'est ce qui est encourageant aussi. Et sûrement qu'on va en reparler durant le podcast. Oui, exactement. Puis, et pour conclure aussi, si jamais ça devait arriver, ben pour la première fois de l'histoire de la Formule 1, il y aura 2 Canadiens sur une base permanente parce que dans le passé, il y a eu des Canadiens qui ont essayé de se qualifier pour la grille de départ d'un Grand Prix de Formule 1, mais ça ne s'est jamais concrétisé. Mais là, on va avoir pas un, mais 2 Canadiens en piste. Je dis ça sous toute réserve parce qu'on ne sait jamais, mais si ça devait arriver, ben, on aura, comme François Dumontier l'a dit à RDS la semaine dernière, on aura 10% de la grille de départ avec la feuille d'érable. Oui, et qui aurait pu prédire ça il y a quelques années? Je pense que la F1, les pilotes sont en santé au Canada malgré tout. Donc, c'est encourageant pour le futur aussi. Ça va donner la piqûre peut-être à d'autres petits jeunes de continuer vers la F1. Oh que oui! Alors, sans plus tarder, maintenant qu'on a fait le tour sur l'actualité des transferts des pilotes, passons au sujet principal. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs. C'est un départ vers le futur. Alors, oui, on se transporte maintenant en 2021 parce que lors du Grand Prix des États-Unis, en fait, en prélude du Grand Prix des États-Unis, le jour de l'Halloween, qui, contrairement à Montréal, n'a pas été reporté, on a eu finalement
la publication des nouvelles règles de base pour 2021 qui ont été présentées par la FIA et les petits médias, les propriétaires de la Formule 1. Alors, nous avons... On va vous faire le portrait, en fait, de ce qui... En quoi va ressembler la Formule 1 dès 2021. Et tout d'abord, on va commencer par les voitures parce que, mamma mia, qu'elles sont belles! Ok, oui. Donc, on a des voitures beaucoup plus simples sur le plan aérodynamique. On a un aileron avant simplifié. On a des roues plus grandes. C'est le retour de l'effet de sol. Et ensuite, on va supprimer, Dieu merci, ça c'est ce que j'attendais, on va supprimer les nombreux ailerons et appendices aérodynamiques qui faisaient en sorte qu'on pouvait obtenir une plus grande stabilité au niveau de la voiture. Donc, tous ces petits détails-là qui pouvaient Être changé durant impacter. les Grands Prix. Oui, exactement. Puis, quand tu entres en contact, ben là, juste un petit bout pouvait Mm. influencer une énorme partie de la course. Donc, ça, ces ailerons, ces petits détails-là, c'est fini. Par contre, elles vont être un peu plus lourdes. Donc on va passer de 768 kg au lieu de 743 actuellement. Le cockpit va être élargi pour permettre aux pilotes les plus grands, donc par exemple des Nico Hülkenberg de ce monde, d'être plus confortables et va être un peu plus renforcé pour une question de sécurité. Toujours dans l'aspect aérodynamique, on va réduire la traînée puisque actuellement, ça c'est un des gros problèmes avec la génération actuelle de Formule 1, c'est qu'elles sont incapables de se suivre parce que il y a une diffusion d'air sale assez énorme qui se présente en fait quand les voitures se suivent, donc ça devient très difficile de dépasser. Or, avec les nouvelles règles, on devrait perdre au moins, je pense, jusqu'à 14% de l'appui aérodynamique contre pratiquement la moitié dans la génération Mhm. actuelle avec les ailerons plus larges, des voitures plus larges aussi et des pneus plus larges aussi. Donc, ça aussi, ça va être une nouveauté. Mais la conséquence de cette réduction, c'est qu'on va avoir des voitures plus lentes. On parle d'environ 3,5 secondes au tour selon les circuits. Euh, aussi, on parle sur le plan un peu plus financier. On va voir l'introduction pour la toute première fois d'un cap salarial. Donc, on parle d'un plafonnement des dépenses à 175 millions de dollars US pour une saison. Mais attention, ça ne va pas englober le salaire des pilotes, des trois personnes les mieux payées et toutes les activités non liées à la Formule 1 et tout ce qui est marketing. Donc, ça va être un plafond adapté en fonction du nombre des courses. Puis, il va y avoir des sanctions si jamais le plafond était dépassé. On va fixer le nombre de courses à 25 maximum par saison. On en a actuellement 21. On va en avoir 22 l'année prochaine avec l'ajout du Grand Prix du Vietnam et le retour du Grand Prix d'Espagne, malheureusement. Et on va écourter aussi les week-ends de Grand Prix. On va voir la standardisation de certaines pièces comme les disques de frein, aussi il va y avoir des pièces de carbone qui vont être recouvertes de membrane pour éviter que elles éclatent en cas d'accident, ce qui risque de provoquer des crevaisons. Euh, Elles vont être attachées à la voiture par des câbles, comme ce qu'on a avec les roues pour éviter qu'elles se projettent, par exemple, dans les airs, que ça atteigne des spectateurs, ou bien même que ça revienne en piste. Et il va y avoir un contenu renouvelable de carburant qui va passer à 20%. Donc, on va compter en ajouter pour 2022.
Alors, Marc-André, qu'est-ce que tu penses en général des règlements pour 2021? Je pense, je pense qu'il fait énormément le tour des commentaires que les gens avaient contre la F1. Alors, c'était la génération, cette génération-ci, c'était des voitures qui ne pouvaient pas se dépasser. On parle aussi de la grande écart entre les trois principales écuries et les autres. Tout ça, je pense que le plafond, avec les nouvelles règles d'aérodynamisme, je pense que ça vient tout prendre ce qui était de commentaires négatifs, vraiment mettre du positif dans la F1 d'aujourd'hui. Maintenant, reste à voir si ces règlements marcheront en fait. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus, donc j'imagine que ça a été bien, surtout au niveau de l'aérodynamisme. J'ai l'impression que ça a vraiment été bien fait. Oui, parce que il faut préciser aussi que on a vu le modèle réduit pendant la conférence de presse lors du Grand Prix des États-Unis. Là, c'est un modèle réduit, mais je pense que c'était le même qui avait été montré à l'échelle globale dans la soufflerie de Sauber en Suisse. Donc, on s'est vraiment assuré de faire des tests sur ce modèle réduit pour voir les différences en fait, parce que là, on parle d'air sale, mais on veut créer un peu plus d'air propre pour permettre aux voitures de, de se suivre, mais aussi de mieux dépasser aussi, parce que Mhm. oui, oui, il va y avoir encore, je pense, le DRS, malheureusement pour certains, mais il sera, d'après moi, un peu moins efficace avec surtout l'aileron arrière là qui est beaucoup plus large, comme l'aileron avant. Puis aussi la projection, je suis pas quelqu'un qui est scientifiquement calé, mais avec toute la projection d'air aussi qui va se répartir au moins là, avec des pneus beaucoup plus lisses, des 18 pouces aussi là, je pense que ça va vraiment aider à l'aérodynamisme pour mieux répartir l'air sur la voiture plutôt que de la nuire. Ouais, j'ai vraiment l'impression, j'ai hâte de voir le spectacle. J'ai l'impression que ça va être un tout autre spectacle, une toute autre expérience en 2021, à partir de 2021, à partir du Grand Prix d'Australie. Donc, c'est dans 2 ans, il nous reste encore une grosse année, l'année 2020. Mais plus on s'approche, et j'ai été content justement que Ferrari ne bloque pas. On savait que l'écurie Ferrari avait un droit de veto sur tous les règlements et il devait l'accepter pour que ces règlements passent là. Donc, c'est vraiment un souffle de... C'est un soulagement même que Ferrari ait accepté tous ces règlements et qu'il ne fasse pas de menace de départ, là, en fait. Ouais, les classiques menaces de départ, en fait, parce que ça ne leur plaît pas, comme c'est le cas pour Red Bull aussi qui nous Ouais. fait pratiquement le coup à chaque année. Mais là, Dieu merci, avec ces règlements, au moins, ça va être une bonne chose. On va tester autre chose parce que, bon, on a eu l'expérience des groupes propulseurs où on a vu une équipe dominer, ce qui est encore le cas aujourd'hui, mais peut-être pour 2021, peut-être qu'il va y avoir, pas tout de suite un mix, parce que moi, je m'attends à ce que ce soit effectif dans 2 ans, 2 ou 3 ans, parce que 2021, c'est sûr que, d'après moi, les grosses écuries vont commencer à penser très très vite à comment ils vont adapter la voiture, mais comment ils vont dépenser aussi. Parce que c'est là aussi Ok, que oui. je veux... C'est là où je veux en partir, c'est le fameux plafond salarial, parce que on le voit beaucoup dans les sports majeurs en Amérique du Nord, au hockey, au football, au baseball. Je sais que c'est énorme, juste avoir le salaire des joueurs, mais en Amérique du Nord, il y a un plafond salarial et ça permet au moins d'offrir une certaine parité. Là. Donc, c'est pas tout le temps la même équipe comme
je sais pas, je vais prendre par exemple le Lightning de Tampa Bay, excluant Ouais. les séries atroces qu'ils ont eues, là. Mais tu sais, c'est pas par exemple le Lightning qui domine à chaque année, là. Au moins, il y a un certain nivellement. Tout le monde a une chance carrément avec la masse salariale. Mais en Formule 1, c'est pas le cas. C'est parce que c'est celui qui dépense le plus qui réussit à être au sommet. C'est C'est ce qui est le totalement cas pour. logique. Exact. Alors que Donc, Mercedes, juste seulement cette année, avait dépensé plus de 550 millions d'euros sur la voiture, alors que d'autres dépensaient 150 millions. Donc, et de ramener ça à 150 millions. Premièrement, ça va être un défi pour les écuries comme Red Bull, Ferrari, euh, on, on parle de Mercedes, mais aussi McLaren qui dépense, si je m'abuse, à peu près 500 millions quand même. Donc, oui. pour toutes ces écuries-là, de ramener à la baisse leur méthode de financière, je pense que ça va être un défi pour eux et ça va rendre peut-être l'année 2021 un petit peu plus intéressante parce que on parle de 2, 3, 4 ans après avoir émis le plafond. Je pense que vraiment toutes les écuries vont être sur le même piédestal, mais j'ai l'impression que les grosses écuries pourraient avoir de la difficulté au départ de gérer leur argent un peu à la baisse. Ouais, mais c'est peut-être ça aussi qui m'inquiète parce que entre maintenant puis 2021, il y a 2020. Puis je pense Oui, que les écuries vont justement, les firmes Mercedes, Ferrari et Red Bull vont penser en conséquence de l'argent qu'ils vont dépenser. Comment ils vont le répartir parce que oui, eux, ils vont être capables de mettre 175 millions de dollars de côté oui, sur la voiture pour 2021, mais des équipes qui ne sont pas capables de ouais, c'est dépenser vrai. Ouais. justement les 175. Je pense par exemple à Renault, par exemple, qui, de ce que j'ai pu comprendre, sont loin d'avoir atteint justement ce cap-là, même sont en deçà, là. T'sais, je pense que, personnellement, le cap salarial, c'est bien, mais 175, je pense que c'est un peu trop généreux. Parce que quand tu Mhm. vois, là, c'est presque, je te dirais, 60, on va dire 60% des écuries qui sont pas capables d'atteindre ce budget-là. 60, ben, on va dire la moitié, là, si on pourrait compter Renault, s'ils réussissent à débloquer des fonds, mais encore là, je trouve que c'est un peu trop généreux, puis t'es on sait de toute façon que les grosses écuries vont pouvoir se permettre des folies pour 2020 et garder leur Ah ouais. hiérarchie pour 2021. Fait que si jamais... Et c'est ça que je disais, c'est... Je pense qu'en 2021, à cause de ce nouveau règlement financier, je pense qu'en 2021, on devra voir peut-être le statu quo. On devrait voir Mercedes, Mhm. Ferrari, Red Bull encore devant. Peut-être même McLaren monter. Racing Point, si le budget avec l'investissement de Lawrence Stroll et compagnie était effectivement beaucoup plus énorme que ça l'est, peut-être qu'il pourrait se rapprocher. Mais moi, je vois pas la hiérarchie justement changer d'ici 2021. Puis je pense que je vais te citer justement ce que Franz Toast avait dit dans le podcast Beyond the Grid, je pense que c'était la semaine dernière. Je pense que les écuries du milieu de plateau pourraient avoir une chance de se battre d'ici 2023. Ouais, Parce que justement, la hiérarchie va rester la même. Ça va être une année d'apprentissage. pour tout le Mais là monde ensuite, aussi. quand, oui, pour tout le monde, mais pour tout le monde évidemment, mais je pense que Ouais, ça va être plus être avantageux. pour les grandes écuries, je vois justement ici euh, les commentaires de Christian Horner qui, lui, prétend que la saison 2020 sera la plus coûteuse de jamais émis, puisque justement les plus grandes écuries, donc on parle de Mercedes, Ferrari, Red Bull, et on peut mettre dans le même vont
faire progresser 2 voitures en même temps. Donc, ils vont travailler sur, bien sûr, la 2020, mais vont commencer à s'attaquer à 2021. Donc, c'est vrai que lorsque tu regardes ça comme ça, je dois te concéder que probablement, en tout cas, pour la première année, peut-être pour la deuxième, la hiérarchie ne sera pas trop changeante. Oui, puis je pense aussi, justement, pour revenir au propos de Franz Tost aussi, j'ai comme l'impression que on va essayer de, on va essayer de s'examiner aussi pour voir Mm-hmm. qu'est-ce qu'ils font, qui pourrait améliorer. Et ça, là, c'est peut-être une de mes craintes, c'est que les grosses écuries voient ce que les petites font, puis ils vont aller un peu plus. Peut-être essayer, bon, peut-être pas de débloquer un peu plus de fonds, mais disons, essayer de trouver des moyens, là, des petites passe-passe pour contourner le règlement, comme c'est souvent le cas, là, mais on verra ce qu'il en vient. On verra ce qui va advenir de ça, mais j'ai peur que la hiérarchie reste la même pour 2021, voire même pour 2022 aussi. Ouais, Donc, effectivement. Et justement, en parlant de tout ça, je pense que les prochaines années seront capitales dans ce que j'appelle peut-être même la survie de la F1. On sait que l'ancienne génération, donc on parle des fans là, qui étaient présents dans le temps de Gilles Villeneuve et compagnie, oui. ce sont des gens qui aiment la course de Formule 1, qui rabaissaient un peu dans les dernières années le pilotage des pilotes, qui disaient justement qu'ils n'avaient pas assez de dépassement et tout. Et j'ai l'impression que même la nouvelle génération des gens comme nous qui regardent depuis quelques années, même toi, ça fait quand même longtemps que tu regardes ça, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment la nouvelle génération qui est un petit peu tannée aussi de ces saisons sans dépassement où on sait déjà le résultat d'avance et que si jamais après 2021, on sait que ça fait énormément longtemps que 2021 sera un clash entre l'ancienne génération et celle de maintenant. J'ai l'impression que si jamais elle n'est pas comme on l'imagine, ça pourrait faire mal aux chiffres de la Formule 1 aussi. Ouais, puis surtout qu'il y a une compétition électrique qui commence Aussi. la semaine prochaine, qui en est déjà à sa 6e saison et qui attire beaucoup de jeunes fans aussi. Là, donc, Mm-hmm. la Formule 1 a quand même besoin de se réinventer et je pense que c'est ce qu'il en faut en 2021. Parce que, justement, euh, on en parlait aussi, il va avoir un maximum de 25 Grands Prix par saison. Il y en a 21 actuellement. Ajoutez à ça les Grands Prix du Vietnam et des Pays-Bas, ainsi que le retour très Les malheureux du Pays-Bas. Grand Prix d'Espagne. Donc, Ouais, là, très on va malheureux. aller... Qui peut-être sera plus intéressant maintenant avec les nouvelles voitures. On verra. Mais Ouais, 2020 sera une toute autre histoire, oui, effectivement. ouais, parce que là, déjà, 22 courses pour les pilotes, c'est beaucoup trop. Pour nous, ben, Oh oui. c'est quand même bien, On en c'est prendrait plus une de courses cinquantaine, avec. mais Mais faut pas trop abuser non plus, là. T'sais, c'est comme moi les Oreo, là. Une boîte, c'est bien, mais faut pas en abuser tout le temps. Mais, mais oui, on s'en va vers 25 courses, probablement pour 2021. Là, il y a déjà il y a les rumeurs concernant la venue possible d'un Grand Prix de Miami, qui est d'ailleurs est encore dans les discussions entre les organisateurs et le public. On parle aussi de probablement, je pense, d'autres courses un peu partout. J'avais entendu aussi parler d'un projet en Argentine, mhm. de faire un retour en Argentine. Il y a quelques autres places aussi qui souhaiteraient accueillir la Formule 1. Il y avait aussi le Mais Danemark, comme, si je me trompe pas aussi, qui voulait peut-être ouais, accueillir un grand. Donc, mais je pense que le plusieurs projets comme Danemark, ça intéressants aussi.
Ouais, je pense, mais malheureusement, je pense que le Danemark, le projet est mort dans l'œuf, en fait. Elle est tombée à l'eau. Même si on avait. Bon. Ouais, je pense il y avait un projet de circuit dessiné d'ailleurs par Jan Magnussen, le père de Kevin Mhm. et ex-pilote de Formule 1 avec Herman Tilke, mais ça c'est malheureusement mort dans l'œuf. Mais oui, je pense que plus une ce serait plus, oui, on dit oui, trop c'est bien, mais c'est comme pas assez. Est-ce que tu penses que 25 courses, le- c'est mieux comme ça ou bien tu penses que on aurait dû rester avec la vingtaine de courses qu'on a actuellement? Ben, moi, en étant pour un fan, c'est certain que 25, je pense que c'est pour un pilote pour les Oh, je ingénieurs, pense pour tout qu'on a ça, je des pense que petits... une course, c'est beaucoup. Ah, On voit la saison se termine début décembre. Et les autres, oh, je pense qu'on a des petits problèmes de connexion avec Marc-André. Est-ce que est-ce que tu tu nous m'entends? entends bien? Donc, Marc-André, ce que tu disais, parce qu'on a malheureusement perdu la connexion, c'est que, bon, essayer de compresser euh, un calendrier de 25 courses entre mars et décembre, ça va être très difficile, surtout de laisser les vacances d'été et aussi parfois des semaines de repos, là, parce que pour le voyage, c'est c'est pas mal beaucoup de kilométrage aussi, là, autant en avion qu'en déplacement sur la route aussi, là. Donc, oui, Il c'est faut bien. laisser un petit peu la vie familiale un peu aux pilotes aussi. Tu sais, je pense que c'est bien économiquement d'avoir 25 grands prix, mais humainement, je pense pas que ça soit possible d'aller jusque-là. On voit déjà que il est difficile d'avoir des semaines de congé entre les grands prix pour arriver avec justement une saison qui se termine en début décembre. Donc, j'ai hâte de voir comment la F1 va réussir, la FIA va réussir, et Liberty Media surtout, à compresser le calendrier. Moi, si on m'offre quelque chose qui est raisonnable pour les pilotes, je vais être super content. Mais je pense vraiment que ça va être extrêmement difficile de compresser tout ça avec 25 Grands Prix. Oui, et d'ailleurs, tu sais, ce qu'ils vont faire en fait pour essayer de compresser ça aussi, c'est de réduire le week-end de Grand Prix, donc de passer ça de 4 à 3 parce que euh, maintenant, on va garder la formule actuelle, donc les essais le vendredi, essais plus qualif le samedi et la course le dimanche, mais ça va être la journée du jeudi qui va écoper. Parce que, bon, le jeudi, ben, c'est la conférence de presse, ce sont les réunions avec les fans, ben, les journées portes ouvertes, disons-le. Donc, afin de permettre aux pilotes et au personnel d'arriver plus, un peu plus tard dans la semaine pour laisser un peu de temps pour respirer, justement, pour aller voir les membres de la famille et tout. Donc, est-ce que c'est un changement qui vaut la peine ou tu penses que ça aurait pu être un peu plus drastique que ça? Je pense que j'ai l'impression que c'est important pour quelques grands prix de conserver cette fameuse journée du vendredi. Justement, l'une des exemples parfaits, c'est le Canada. Oui. On sait que les estrades sont pleines. C'est l'une des seuls endroits où le vendredi c'est plein, mais euh, inimaginable d'enlever la journée du vendredi même. Et selon ce que justement François Dumontier expliquait à Pierre Rude lors de leur entrevue à l'antichambre, je pense que c'était le 8 novembre dernier, Oui. en théorie, les voitures seront quand même prêtes pour la journée du jeudi pour des questions de règlement ou quelque chose comme ça. Donc, en théorie, même quand les fans se présenteront le jeudi, ils pourront quand même apprécier les voitures. Donc, personnellement, à part peut-être la non-présence des pilotes,
on voit que ça change pas énormément de choses que la journée du jeudi soit enlevée, en fait. Oui, puis d'ailleurs, ça aussi, ça va être un des nouveaux règlements pour 2021. C'est la règle du parc fermé, en fait. Donc, comme tu l'as mentionné, les voitures vont être déjà montées, prêtes pour l'inspection. Donc, le vendredi, pendant les essais, ils vont faire des tests, évidemment. Puis quand ce sera rendu l'heure de la pesée, donc ils vont laisser, je pense, la voiture telle qu'elle, de son origine, pour vérifier. Puis si c'est correct, là, ils vont pouvoir inspecter. Là, ils vont pouvoir tester des pièces qui sont évidemment légales. Donc, voilà, ça, c'est une des nouveautés aussi pour 2021. Mais pour revenir justement à cette compression aussi, parce que je sais que le Grand Prix d'Australie démarre son week-end avec la journée du jeudi avec des courses de soutien. Est-ce que tu penses que, par exemple, quelque chose à Montréal, si jamais on devait revoir la formule de la journée porte ouverte, ce serait une bonne compensation? Donc, par exemple, faire rouler les voitures le jeudi, puis permettre d'avoir au moins une ou deux courses de soutien, puis de se concentrer pour la Formule 1? Je pense que ça pourrait être, déjà là, ça pourrait être une belle piste à aller explorer, mais en même temps, on sait que le temps d'attente des fois entre entre justement les qualifications, les essais, des fois c'est quand même un peu long, donc j'imagine que les gens peut-être ne seraient pas heureux parce que ce ne sont pas tout le monde aussi qui se présente le jeudi non plus. Donc vraiment c'est difficile de trouver un juste milieu. Donc je pense que la solution c'est de garder ça maximum à 23. Je pense que 23 Grands Prix ce serait assez raisonnable. Ça te permettrait justement d'ajouter seulement deux Grands Prix, même pas là, on est à 22 cette année. Donc seulement un Grand Prix de plus. Je pense que ça pourrait être raisonnable. Mais non, j'imagine que tout le monde va réussir à s'entendre tout de même là avec parce que après tout, les écuries doivent accepter ce fameux calendrier de 25 Grands Les 25 Grands Prix, ouais. Prix mieux. Oui, et puis, bon, j'avais pensé à quelque chose, mais je pense que je l'ai oublié. Oui, oui. Aussi, les essais libres vont avoir lieu un peu plus tard. Donc, les essais, au lieu que ce soit le matin, vont être l'après-midi, justement parce qu'on a coupé la journée du jeudi. Et donc, les conférences de presse, les entrevues avec les médias, ça va être le matin. On devrait aller aux essais aux alentours de peut-être 13 heures après le dîner, puis la deuxième séance d'essai libre, celle qui compte vraiment, va être aux alentours de 17 heures. Parce que, et moi, ce que je trouve personnellement, c'est une bonne chose, mais les données, d'après moi, ne seront pas les mêmes qu'une course à 15 heures, soyons honnêtes, parce que, tu sais, il y a certaines. Parce que la température de la piste peut changer, donc Mm-hmm. la voiture peut avoir une réaction différente concernant selon la température aussi au cours de la journée, mais ce sont des détails qui peuvent être importants, mais principalement je pense que les écuries sont capables de dealer avec ça. Oui, exactement. Et du côté du fan, c'est peut-être plus la première essai libre, si je ne me trompe pas, cette année est à 9 heures dans ce coin-là. Donc, c'est certain que ça permettrait, je dis ça comme ça, peut-être à des enfants d'aller à l'école le matin et de partir pour le Grand Prix en après-midi. Donc, déjà là, ça pourrait être intéressant aussi pour l'expérience du fan d'arriver un petit peu plus tard là, dans la journée du vendredi. Oui, en gros, restez à l'école, les enfants. C'est important. L'école, ça passe avant la Formule 1. Ce qui n'était pas le cas pour moi, en fait. Pareil, mais c'est pas grave. Sauf que j'ai des examens. Ouais. Ouais, juste une petite. Ouais, parce que ça m'arrivait aussi de regarder les essais pendant mes cours à l'université. Mais alcool. Eh oui. Qu'est-ce que c'est? C'est le classique. C'est le classique, oui.
Mais sinon, je pense qu'on a peut-être fait un peu le tour. On a parlé des courses à 25. On a parlé de l'aspect financier. Oui, on a, ça a pas été souvent mentionné, mais c'était un cheval de, c'était un combat très important pour les écuries pendant de nombreuses années. Ouais. C'est le partage des revenus. Tu sais, ça, on n'en a pas beaucoup parlé. Ça, je pense que ça n'a pas été mentionné d'ailleurs dans les règlements. Mais moi, c'est ce qui me tient à cœur personnellement dans ces changements, c'est qu'on soit capable d'inclure un meilleur partage des revenus. Parce que, tu sais, quand j'ai parlé de la distribution, pardon, des revenus dans le sport professionnel, là, où tu sais, c'est plus équitable. En Formule 1, ça devrait être comme ça. Au lieu de donner la plus grosse part de la tarte à l'équipe méritante, tu sais, elle a gagné le championnat des pilotes ou des constructeurs, ce qui est déjà énorme. Mais tu sais, en plus de ça, on te donne des bonnies parce que tu as Mhm. gagné. Dans le cas de Ferrari, parce que tu es l'équipe la plus ancienne, ou autre chose aussi. Là, c'était sous l'ancien accord de la Concorde qui va se terminer à la fin de 2020. Mais pour l'instant, j'ai pas entendu parler de partage de revenus plus équitable. J'espère que c'est quelque chose qui va être pris en compte très sérieusement. Parce que ça peut pas durer. Oui. On a perdu Force India. On a failli perdre Sauber. On a perdu Mane qui était prête à compétitionner pour 2017. On a perdu les trois écuries qui étaient arrivées en 2010. Donc, en plus, on compte probablement accueillir une nouvelle équipe, une ou deux nouvelles équipes en Formule 1. On a des difficultés à accueillir des constructeurs dans la catégorie reine de la course automobile, justement parce que ça coûte cher, puis on reçoit pas beaucoup des revenus engendrés par la Formule 1. J'espère qu'en 2021, ça va être quelque chose qui va être pris en compte parce que on peut pas perdre des écuries comme ça. Déjà, ça se peut qu'on perde. J'ai peur qu'on perde Renault si, parce il y a plein de discussions comme quoi il pourrait peut-être quitter dans un futur Mhm. proche. On sait jamais parce que ça commence à coûter cher Ouais. entretenir une équipe de Formule 1. T'sais, Et c'est aussi que euh, c'est présentement, il y a 10 écuries et visiblement, il y en manque. On peut seulement regarder à cause du cas de Nico Hülkenberg qui n'a même pas de volant et c'est un pilote absolument incroyable malgré tout ce qu'on peut lui reprocher. C'est drôle à dire que ce son manque de pilote-là a perdu podium. son volant. Donc, c'est oui, je pense que c'est une discussion qui devrait être même une une obligation d'en discuter et de revenir avec tout ça. Mais encore là, ça va être comme sûrement ce règlement et sûrement que les autres grosses écuries seront contre. Donc, c'est tellement difficile avec la F1 de, de se mettre tous au même pied d'égalité vu la puissance de Ferrari aussi. Oui, mais c'est ça, c'est surtout, je dirais pas qu'il y a des lobbies, mais c'est juste, c'est parce que ce sont les gros bonnets euh, Exact. qui ont la parole la plus importante. Parce que sans Ferrari, c'est comme si on enlevait un énorme morceau à la Formule 1. Donc, on est obligé de les écouter, essayer de leur plaire. Mais à un moment donné, là, il faut penser, il faut penser aussi il y a pas seulement que Ferrari, hein, il y a d'autres équipes aussi qui se battent. Il y a d'autres écuries, exact. C'est ça, donc, à un moment donné, là, il va falloir que les petits médias soient plus imposants. C'est-à-dire, regardez, vous êtes pas content avec On les vous règles? respecte. On vous respecte, mais il faudrait que vous respectez aussi ce qu'on fait parce qu'on fait ça pour le bien de tout le Mhm. monde. Peut-être pour le vôtre aussi. Si vous n'êtes pas content, ben, allez, allez voir ailleurs. T'sais, à un moment donné, là, je comprends que Ferrari a son droit de veto. Justement, tu disais, ça faisait du Ouais. bien de voir Ferrari
ne pas l'imposer parce que sinon, là, tu sais, ça aurait été des années d'efforts là pour essayer de plaire à tout le Ouais, monde, mis à la poubelle, jeté complètement comme ça, là, parce à cause que, d'un seul petit vote. exact, à cause d'un seul petit vote. Bon, voilà, ça c'est ma tirade sur le Ben écoute, partage. Oui, vas-y. euh, ouais, c'est ça, c'est bien correct. Et en plus, tout ça, oui, on parle beaucoup de l'argent, l'argent mène, Ferrari en ont beaucoup, mais à un moment donné, pensez aux spectateurs qui voient ce spectacle qui, après année, revient très redondant, qui revient toujours à la même petite histoire des trois écuries qui mènent et il domine un petit peu tout le monde. Et peut-être seulement de ramener les écarts financiers, là, les partages de revenus, comme tu le disais, à quelques millions de dollars, là, ça pourrait déjà être bien. Et le vainqueur aurait quand même un petit peu plus d'argent que les autres, mais ne partirait pas avec le pactole, je dirais. Ouais, parce que, écoute, déjà, Mercedes dépense énormément d'argent, puis puis on Exact. reçoit énormément, alors que des écuries sont même pas capables de faire énormément de profits parce que justement, ces partages de revenus sont très, très inéquitables. Donc, ça, là, ça doit changer parce que on a perdu, ben, disons, on a perdu Force India, mais qui est devenu Racing Point. Ça va, c'est presque la même Heureusement. entité. Heureusement, c'est presque le même personnel, mais sous une nouvelle organisation. Mais on a perdu Mane, qui était une équipe très respectable et qui a travaillé d'arrache-pied pour rester en Formule 1. Malheureusement, parce que il y a toutes ces histoires de politique à l'interne dans l'univers de la Formule 1 qui ont fait en sorte que l'écurie n'a pas été capable de survivre. T'sais, justement, Mhm. tu sais, finir, à un moment donné, finir dixième là, pour les petites écuries, c'était une joie parce que c'était des millions de plus. Si tu finissais onzième ou douzième là, tu récoltais que C'était des... la catastrophe. C'était la catastrophe. C'était la catastrophe. Ouais. Tu récoltais que des pécadilles. Fac. T'es, à un moment donné, là, heureusement, je prends l'exemple de Marussia en 2014 avec Jules Bianchi. Si, S'il n'avait Mhm. pas fini dans les points, je pense que Marussia n'aurait pas survécu, malheureusement. Je dis ça parce que Probablement. c'était ça. Ils se sont battus contre Sauber, là. Ils ont été obligés d'espérer que le Sauber ne marque pas de points durant toute la saison pour éviter de éviter De perdre des millions très importants. ouais, puis ça a été la même chose aussi en 2016. Aussi là, tu sais, quand Felipe Nasser a terminé devant les points, devant un certain Esteban Ocon avec Mane aussi là dans cette Ouais. course sous la pluie aussi là. Tu sais, ça a mis fin aux espoirs de Mane aussi. Donc tu sais, à un moment donné là C'est le temps de mettre ses culottes et de partager un peu mieux le financement. Et justement, je voulais t'amener à ce que Jacques Villeneuve ah oui, Jacques. sur justement le nouveau budget financier. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces propos qui appelaient Euh, ça du pur socialisme? du pur socialisme. Euh, Est-ce que je vais essayer de voir parce que je sais pas quoi penser du pur socialisme. C'est exactement ce qui se fait dans la Ligue nationale. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est pas du socialisme. C'est juste une question de contrôler en fait la domination parce que on en parle à plusieurs reprises depuis le début du podcast. C'est juste pour éviter que ce soit les mêmes qui gagnent. T'sais, Mhm. c'est bien, mais il dit parce que ça va permettre aux plus pauvres de continuer d'embaucher des pilotes qui payent leur volant.
en lançant une pointe probablement à Lance Stroll et ou peut-être aux équipes Ouais, qui amènent des commanditaires personnels. Mais ça a été l'essence de la Formule 1 depuis ces balbutiements. Tu sais, il y a eu des écuries qui ont littéralement subsisté à cause de commanditaires que les pilotes amenaient. Tu sais, c'est comme ça. C'est comme ça qu'ils réussissent à survivre. Donc, c'est sûr que des trucs comme ça, là, ça, à un moment donné, là, ça va continuer, mais c'est juste, ça va ça va être beaucoup moindre. On va plus se fixer, se concentrer sur embaucher des pilotes qui ont des talents, qui ont un talent aussi. Sans dire que Lance Stroll en a pas du tout. Oui, oui, on va dire qu'il a réussi à obtenir un volant grâce au soutien financier, mais ça, c'est tout à fait normal. Mais sans ça, exact. mais sans ça, peut-être que si Lawrence Stroll n'avait pas racheté Force India, peut-être qu'on a, justement, pour revenir à ce qu'on disait, on aurait perdu Force India pour de bon. Là. L'écurie n'existerait plus. Là. Adieu les Mhm. voitures roses. Ouais, exact. Donc, Et on se serait retrouvé avec 9 écuries. ouais, exactement. Donc, mais c'est vrai que. Mais il a quand même un bon point quand il disait que le reste du peloton ne va pas atteindre ce plafond. Ça je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord parce qu'il y en a qui dépensent pas, qui dépensent, comme je disais dans le cas de Renault, qui dépensent beaucoup moins que ça, en fait, pour construire une forme. Leur châssis, en fait, totalement, là. Donc, comme j'ai dit, Mhm. c'est pas du pur socialisme, mais je trouve que c'est juste un peu trop généreux, les 175. T'es entre 100 puis 150 millions, ça aurait été bien, mais c'est question de socialisme, là. Ça, c'est du Jacques tout craché, ça. Ah oui, c'est du Jacques Villeneuve. Et justement, je vais le citer, c'est un extrait où que, justement, je ne suis pas totalement d'accord que une écurie, en fait, je le citais avant, là. Il disait, si disons tu imposes un plafond à 50 millions, Williams n'en dépenserait que 20 pour continuer à rester en fond de grille. Tout ça pour dire que cette initiative est une niaiserie, bon, là, je pense que c'est du Jacques, ça aussi, tout craché, Ouais. et il sort un peu de de la zone de confort d'un petit peu tout le monde pour mettre son grain de sel. Pour moi, une écurie va toujours vouloir, et surtout Williams qui a eu une et présentement sont dans le bas fond parce que financièrement c'est extrêmement difficile. J'ai peine à croire qu'il ferait exprès de perdre. Là. Ben non. T'es pas en Formule 1 pour faire exprès de perdre. T'sais, Exact. Sinon, autant aller voir ailleurs. Hein. Il y a d'autres compétitions qui sont aussi bonnes, mais Williams, qui est une entreprise familiale, a décidé de rester en Formule 1. Puis ils font des investissements aussi ailleurs. Ils construisent des batteries, des pièces pour Jaguar en Formule électrique. Donc ils font autre chose aussi, mais ils se concentrent tout aussi sur la Formule 1. Je pense pas que c'est mal connaître la famille Williams aussi là. Puis tout ce qui exactement, c'est une famille qui est fière aussi, qui présentement connaissent des difficultés et ça se voit aussi dans le, le non-verbal des membres Williams lors des Grands Prix. non, c'est ça. Puis, est-ce que tu veux vraiment voir une autre écurie partir? Et surtout, un gros nom comme Williams? Je Mhm. pense pas. Je Je pense pas. pense que présentement... Ah, vas-y. Non, non, vas-y, je te. Justement, je pense que de perdre, et là, c'est dans l'hypothétique, mais de perdre une autre écurie qui a un gros nom comme Williams, ça peut avoir des répercussions absolument incroyables sur la survie de la F1. Donc, c'est certain que le rapprochement, en tout cas, du budget va aider grandement ces petites écuries-là. Maintenant, il reste que il va y avoir la répartition des récompenses à revoir aussi, comme tu le disais un petit peu plus tôt. Oui, non, je vais pas revenir là-dessus. Je pense que j'ai assez fait une grosse tirade comme ça, là, donc je pense que je vais pas revenir là-dessus. Mais s'il y a un point qu'on a oublié, en fait, ça aussi, ça c'est une nouveauté. Pour 2021, toute
je dis bien toutes les écuries vont devoir devoir faire rouler en fait un pilote avec 2 Grands Oui, Prix c'est au vrai. moins. Pour au moins 2 séances d'essai par saison. Donc, ça veut dire on va avoir la chance de voir une nouvelle génération de pilotes. Donc, que ce soit par exemple chez Racing Point, chez Renault, chez Red Bull, bien même chez Mercedes, qui avait fait ça avec George Russell, justement, je pense en 2017 aussi, il avait fait tester. Évidemment, Ouais. on le voit avec Nicolas Latifi qui a participé aux essais dans les Amériques. Et Naoki Yamamoto, le champion de la Super GT au Japon et de la Super Formula, l'équivalent un peu de la IndyCar au Japon, euh, qui, a, qui a participé aux essais libres du Grand Prix du Japon avec Toro Rosso. Donc, ça va être une très très bonne opportunité de voir de jeunes pilotes, ceux qui pourraient aspirer à obtenir un volant dans les prochaines années. Oui, exactement. Et aussi, ça permet aux fans de les connaître un peu. Parce que souvent, on voit leur nom apparaître justement dans les classements de F2, F3, ou bien encore dans les petites compétitions japonaises, comme tu le disais. Mais en réalité, on les connaît pas vraiment. On connaît leur nom, mais on ne sait pas ce qu'ils peuvent avoir dans le ventre. Et justement, ces essais-là, ça permet un petit peu de voir leur coup de volant, même si c'est assez court et que c'est vraiment pour des tests. Je pense que ça peut être tout aussi intéressant pour le pilote en tant que tel qui a une expérience absolument incroyable de pouvoir pour le fan de connaître un petit peu mieux l'univers de la F1 avec des jeunes comme ça. Oui, et évidemment, il faut préciser aussi que je pense si ça va se transporter aussi pour 2021, mais il faut que je pense aussi que le jeune en question doit avoir, je pense, un minimum de 20 ou 25 points de sa super licence au bout de 3 ans pour pouvoir conduire une Formule 1 pendant les essais, parce que ça, c'est une règle de la FIA, donc Ouais, c'est une règle de la FIA et non imposée par la Formule 1, en fait, par la F1 en tant que telle. Là. Donc, je pense que ça aussi, ça doit être la contrainte aussi. Mais, tu vois, je pense, le regretté Antoine Hubert, il était champion de la GP3 l'année dernière. Je pense que les points qu'il avait récoltés, puis peut-être ceux qu'il aurait pu avoir s'il avait pu compléter la saison, lui aurait permis de rouler au moins avec Renault d'ici 2021. Là. mhm. Mais sinon, je pense il y a Jack Aitken aussi, le pilote de l'Académie Renault. Il y a Guan Yu Zhou aussi. Il y a plein de jeunes pilotes aussi là, actuellement qui sont en Formule 2, là, qui compétitionnent, qui pourraient avoir une chance de rouler justement lors des essais en 2021. Là. Parce que moi, je vais te dire, la génération de jeunes pilotes que je vois actuellement, là, elle est très, très, très bonne. Là. Moi, j'ai. Puis ça Ah m'a. ouais. Puis écoute, cette fin de semaine, là, pendant le Grand Prix du Brésil, il y a le Grand Prix de Macao. Donc, tu vas voir, il y a plusieurs jeunes pilotes qui vont avoir une chance de se faire valoir parce que le Grand Prix de Macao, c'est un grand. C'est comme. C'est l'équivalent du Grand Prix de Monaco, mais en version asiatique, et beaucoup plus long, là. Mais il y a beaucoup de jeunes pilotes qui se sont fait découvrir grâce à ce Grand Prix. Donc, Oui, effectivement. ça va être une bonne idée de se servir des essais libres obligatoires pour permettre de voir un peu la génération future qui, laissez-moi vous dire, est très très bonne. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines années. Déjà, ce qu'on voit actuellement avec les jeunes pilotes déjà en Formule 1, c'est très très bien. Imaginez de voir les autres aussi. Des Charles Leclerc de ce monde. Et il y en a toujours d'autres qui viennent mettre leur épingle du jeu plus tard. Donc, ça va être à surveiller effectivement dans les prochaines années. Ok, oui, puis moi, s'il y a peut-être un nom qu'on va surveiller, peut-être Jamie Chadwick en W Series. Parce que les points aussi vont compter Mhm. hein, dans la série.
Donc, peut-être qu'elle aura une chance. Mais déjà qu'elle elle va peut-être tenter... Peut-être. Elle va peut-être tenter sa chance aussi au Japon pour aller chercher quelques points. Donc, qui sait, peut-être qu'on pourrait la voir dans un volant chez Williams, vu qu'elle est pilote de développement là-bas aussi. Donc, on pourrait peut-être... On l'espère. On va se croiser les doigts aussi, là. Donc, c'est ce que je fais actuellement, là, au moment où on se parle. Donc, on va voir. Donc, c'est ce qui va compléter, en fait, cet épisode du Bulletin F1 où on parlait entièrement des règlements 2021. Parce que, qui sait, peut-être que la Formule 1 va vraiment changer pour le meilleur. Dans 2 ans, ça va être à surveiller. Mais en attendant, on va profiter des 2 derniers Grands Prix, dont celui au Brésil. Donc, on va en parler dans notre prochain épisode, justement. Puis on va revenir sur le Grand Prix de Macao qui a lieu cette fin de semaine. Si vous voulez regarder la course, ça va être disponible en streaming gratuitement, je pense, sur le site de la FIA. Surveillez nos comptes bulletin F1, du Bulletin F1, bulletinf1.com, sur Facebook et sur Twitter aussi, pour qu'on fasse la mise à jour de ce Grand Prix de Macao, parce que, comme je l'ai dit, c'est une course à ne pas manquer, parce que peut-être qu'il y a des futurs pilotes de Formule 1, peut-être même des futurs champions du monde à l'intérieur, surtout avec les nouvelles Formule 3 aussi. Donc, on va revenir sur le Grand Prix du Brésil et de Macao dans notre prochain épisode du podcast. Sinon, si vous voulez réagir justement au règlement de 2021, si ça va être pour le meilleur ou pour le pire, vous pouvez le faire sur bulletinf1.com, sur nos comptes Twitter @lebulletinf1 en un mot, ou sur facebook.com/bulletinf1. Sinon, c'est disponible sur toutes nos plateformes de podcast, Spotify, Google Play, Apple Podcast et autres. On a même le lien, le fil RSS si vous voulez écouter le podcast sur vos autres plateformes préférées. On est disponible pas mal partout. Marc-André, un énorme merci d'avoir été là pour discuter des règlements de 2021. C'était vraiment apprécié. Ah oui, merci à toi encore. Et c'est vrai que c'était une très bonne émission avec beaucoup de sujets intéressants. Et le futur est bon, ça c'est certain. Ouais, puis en plus de cela, surveillez en fin de semaine, en fait, notre site aussi, parce que je vais réagir sur la nouvelle concernant la Formule 1 qui souhaite devenir un sport à émission zéro carbone, ou zéro émission de carbone, pardon. Donc, ça aussi, ça pourrait être matière à débat. Oui. Donc, on voit que la Formule 1 tient à son futur et tient au futur de l'environnement aussi. Sur ce, on vous laisse là-dessus. Je suis votre animateur Abdoussal. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine. On continue toujours de rouler avec le bulletin F1. Et faites attention sur les routes parce que il y a de la glace après la neige. Bonne soirée ou bonne journée tout le monde. À la semaine prochaine. Salut à tous.